Professeur Non, non, c'est trop là. Jean-François Delfraissé, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. C'est parfait, c'est parfait. Jusqu'à hier après-midi, il était prévu que vous soyez présent sur scène. Maintenant, ce contact physique avec le public, nous y tenons. Il est essentiel, en effet, pour témoigner que nous sommes davantage les yeux dans les yeux, même à distance respectable, que par écran interposé. On a beaucoup parlé ce matin des vertus du présentiel avec Boris Cyrulnik. Et de sais combien aujourd'hui nous avons besoin de nous rappeler, de nous démontrer que nous sommes, que nous existons. Et c'est d'autant plus cardinal dans un tel lieu, le Théâtre des Célestins, qui lui aussi a éprouvé bien des épidémies depuis son édification à la fin du XVIIIe siècle. Un lieu qui rappelle aussi que l'un des secteurs les plus dévastés par la pandémie Covid-19 est celui de la culture, de la création, de l'art. Et pour cela, je tiens à saluer l'extraordinaire travail de résistance entrepris par l'équipe du théâtre et par les artistes pour que cette création vive, rayonne en dépit du contexte. Les circonstances vous obligent donc à une réunion cruciale tout à l'heure à Paris. Vous nous avez gentiment proposé de venir ce matin, mais nous ne pouvions bien sûr pas bouger l'organisation. C'est donc par écran que nous avons fait le choix de dialoguer. Nous allons ensemble essayer de déjouer mon propos liminaire. Et je vous renouvelle pour cela mes chaleureux remerciements pour votre présence. Jean-François, pour beaucoup de Français, vous êtes avant tout le président du Conseil scientifique, instauré en février dernier pour accompagner, guider, escorter, stimuler, je ne sais pas quel verbe d'ailleurs il faut employer exactement, vous nous le direz, pour stimuler donc l'exécutif gouvernemental dans sa gestion de la pandémie. Vous avez fait une éruption médiatique assez tardive, alors que votre exceptionnel parcours scientifique vous avait depuis longtemps placé aux commandes de grandes responsabilités, y compris publiques, qui confèrent d'ailleurs une légitimité toute particulière à votre nouveau statut. Professeur de médecine agrégé en immunologie clinique, vous avez entre autres dirigé l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, l'Institut de microbiologie et maladies infectieuses de l'INSERM. Vous avez coordonné la lutte contre le virus Ebola entre la France et l'Afrique. Et depuis 2016, vous présidez le Comité consultatif national d'éthique. Bref, une trajectoire de médecin tout entier dans la préoccupation éthique, tour à tour en périphérie et au cœur du moteur décisionnel politique, au croisement des mécanismes publics et privés de la recherche et de la science. Un profil donc très solidement constitué, non pour affronter la pandémie elle-même, mais pour débroussailler l'inextricable maquis d'arbitrage, de pression, de lobby, de peur, d'injonctions paradoxales, de responsabilité que convoque la gestion sanitaire et politique, économique et sociétale de cette crise planétaire. Votre présidence du Conseil scientifique est tout sauf un long fleuve tranquille, et ce sont ces méandres que nous allons ensemble maintenant déchiffrer. Des méandres au carrefour desquels la science et la politique sont passées au grill de leur substantifique moelle, l'éthique. Alors première question, Jean-François, dans quel état physique, psychique êtes-vous après ces 9 mois de présidence du Conseil scientifique? Et je me demande si au moment d'accepter cette mission, vous imaginiez un instant qu'elle serait d'une telle intensité. Bonjour à tous, merci pour ces mots d'introduction très, très chaleureux. Je vous prie vraiment, l'ensemble de l'éditoire, de m'excuser parce que c'est totalement indépendant de ma volonté. Vous savez que je suis connu pour dire ce que je pense, donc c'est parce que j'ai une réunion importante à l'Élysée en milieu d'après-midi pour éclairer justement, compte tenu de l'ampleur de l'épidémie actuelle qui est en train de repartir. Et il m'était totalement impossible de dire non, et c'est la raison pour laquelle je suis pas avec vous à Lyon. Écoutez, non, mais je vais bien, et je tiens le choc parce que j'ai un comité scientifique qui est d'une grande qualité. Ce n'est pas, il se trouve que on parle du président du comité scientifique, mais on a vraiment une vision commune. C'est un exercice d'intelligence collective avec différents membres qui ont des spécialités différentes. Et donc il y a un soutien entre guillemets pour les orientations qui sont difficiles. Après, et on y reviendra, le point le plus sensible, je vois 2 points sensibles. Le premier, c'est que après une phase où on a eu le confinement, le déconfinement, puis les vacances d'été, on se retrouve, et nous l'avions prévu au niveau du comité scientifique, une deuxième vague à l'automne, et elle est là, elle est très présente, elle est vraie à Lyon aussi, donc
faites attention, respectez les mesures. Elle est vraie à Paris, elle est vraie maintenant dans l'ensemble de l'Europe, et donc on va se retrouver avec une série de décisions à faire prendre, entre guillemets. C'est évidemment le politique qui prend les décisions qui vont être compliquées. Et puis le deuxième élément, c'est que je sors de là avec voilà une vision où la confiance, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, la confiance vis-à-vis des scientifiques, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce que j'appelle le Barnum des médias, eh bien je comprends que le citoyen s'interroge, qui croire, quelle est la bonne voie, quelle est la bonne boussole, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Absolument. S'il fallait un mot, une phrase, une locution pour qualifier cette crise, qui n'est pas seulement une crise sanitaire, quel mot employeriez-vous ? Alors, c'est quelque chose d'exceptionnel, de par son ampleur planétaire et surtout du fait qu'elle touche les pays les plus riches. Alors que les grandes crises sanitaires ont généralement touché les pays les plus pauvres et où voilà la vision des pays les plus riches et de tous était c'est loin, c'est ailleurs, voilà ça nous touche pas directement. Et là on a une vision qui est très planétaire. Et puis surtout on sait que toute grande crise sanitaire, ça je l'avais écrit il y a plusieurs années, devient très vite une crise sociétale et même assez vite une crise politique. Que le sanitaire, et j'avais demandé à ce qu'on l'inscrive dans les risques en général, de la même façon que vous avez des risques financiers, qu'il y a des risques liés au terrorisme par exemple. J'avais demandé qu'il y a maintenant 5 ans, juste au décours d'Ebola, que le risque sanitaire soit inscrit comme un risque majeur, car on avait évoqué l'idée eh bien, d'une pandémie avec pas ce virus, plutôt un virus grippal muté, mais je veux dire, l'idée était là. Vous le savez, alors les Français se sont montrés très disciplinés au printemps, mais aujourd'hui, vous le savez très bien, une partie d'entre eux ne comprend plus certaines décisions politiques, les retours en arrière, les tergiversations, la justification de certaines contraintes, les zones d'ombre, et même de grands scientifiques, épidémiologistes, infectiologues se désolidarisent du diagnostic et des mesures publiques. Qu'est-ce qui, d'après vous, ne fonctionne pas bien, voire dysfonctionne ? Fondamentalement, je dirais, ce qui pose question, c'est le problème de la confiance. Et c'est le problème de la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques, avec ce climat de défiance qui existe, de façon générale, et qui maintenant, comme je l'exprimais, commence également à s'exprimer vis-à-vis des scientifiques eux-mêmes. Parce que ce sont des décisions qui sont difficiles, ce sont des décisions difficiles à accepter, qui mettent, je dirais, sur la table, à un moment donné, les aspects de respect et de vision individuelle vis-à-vis d'une vision plus collective. Et chacun d'entre nous est dans sa vie, on le voit bien, en train d'hésiter, d'avoir une balance entre une vision strictement individuelle qui peut primer à certains moments, et puis d'avoir une vision qui est plus large et ouverte vers les autres, et cette vision plus collective. Et donc, si la vision individuelle prime, évidemment, les mesures et les contraintes qui sont amenées par ces mesures sont difficiles à recevoir. D'où ce climat de défiance qui peut s'installer. Alors, pourquoi ? Eh ben, pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut le reconnaître aussi honnêtement, Covid-19 est un virus qui est difficile, qui n'est pas une petite grippe comme certains ont pu le dire, qui touche maintenant, qui a touché le monde entier. On est pratiquement à 1 million de morts depuis le début de l'épidémie, et sur lequel les connaissances elles se font en marchant. Et donc c'est tout le problème de la construction de la science. Mais comment construit-on la science dans un climat d'épidémie et de crise sanitaire ? La science, elle avance, elle fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On découvre que ce qu'on avait dit à un moment donné n'est plus tout à fait vrai. Et je reconnais volontiers que c'est difficile à accepter pour nos concitoyens. Et pourtant, c'est fondamental. Et il est fondamental d'expliquer que nous avançons en tâtonnant. Les scientifiques ne savent pas tout. J'ai connu exactement le même type d'approche au début du sida,
Et je vous rappelle que après X années où ça a été extrêmement difficile, où on hésitait aussi, nous avons pu finalement, mais après X années, non pas après quelques semaines, eh bien, transformer cette maladie en une maladie chronique. Donc la notion du temps, et j'y reviendrai sur la relation d'ailleurs entre un comité scientifique et le politique, est un élément essentiel, mais il est vrai aussi avec la société. Entrons justement dans le détail de cette cohabitation, de cette coopération entre le monde politique et le monde scientifique. On a d'un côté le Conseil scientifique, de l'autre l'État, avec pour nom Emmanuel Macron, hier Édouard Philippe, maintenant Jean Castex, Olivier Véran, Jérôme Salmon. La manière dont ces deux univers cohabitent, partagent les responsabilités, fait débat. Est-ce que vous avez l'impression, justement, lorsque vous évoquez ce déficit de confiance, que finalement le monde scientifique est entraîné dans le déficit de confiance qui pénalise durement le monde politique depuis déjà très longtemps? Est-ce que vous en êtes victime? Je pense un peu, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et je savais que les choses se passeraient ainsi, hein, en prenant la direction de ce comité. À l'inverse, il faut aussi que les choses soient claires pour tout le monde. La presse a voulu inventer un troisième pouvoir médical en France. C'est faux, c'est archi faux. Ce sont les politiques qui décident. Le conseil scientifique est uniquement là pour les aider, les éclairer à prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Je ne pense pas, enfin tout le monde va être d'accord pour penser que ce n'était pas dans le programme de notre président de la République après les Gilets jaunes, après quelques grandes manifestations autour de la réforme des retraites, d'avoir à partir de mars 2020 Covid-19. Non, ce n'était pas inscrit dans son programme. Donc il a bien, entre guillemets, à le gérer. Et le comité scientifique est bien là, non pas pour prendre des décisions, mais pour l'éclairer, pour que les décisions soient prises par les politiques. Donc je suis moi extrêmement clair là-dessus. Tout ce que vous pouvez lire en disant le comité scientifique, son président, etc., à les politiques, c'est archi faux, archi faux. Hein, je suis un profond démocrate, chacun est à sa place, on est là avec uniquement une expertise scientifique et avec humilité, compte tenu de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que nous découvrons encore sur ce virus. Mais permettez-moi de préciser une chose. Le gouvernement a donné l'impression, tour à tour, de se blottir derrière les recommandations du Conseil scientifique lorsque la situation était critique, ou au contraire de le déposséder de ses prérogatives lorsqu'elles s'éclaircissaient. Est-ce que vous avez l'impression que parfois les règles du jeu entre le pouvoir politique et vous-même, en tant que conseil scientifique bien sûr, pas à titre individuel, que ces règles du jeu n'étaient plus respectées? Écoutez, les relations entre la science et le pouvoir, c'est quelque chose de vieux comme le monde. On le retrouve déjà dans l'Athènes classique, on le retrouve tout au long de notre histoire de France. Elle est là, acutisée par une crise qui est internationale et par la rapidité entre guillemets et où la notion du temps a changé. Je vois, pour aller un peu au fond de votre question, je vois 3 points. Premièrement, un comité scientifique qui essaie, dans la mesure du possible, de trouver son indépendance. Et comment on trouve son indépendance alors que nous avons été nommés par le pouvoir politique? Sur 3 raisons. La première, qu'il s'agit de médecins et de chercheurs et que ce n'est pas seulement la vision d'un homme, une fois de plus. Donc c'est un groupe. Et vous savez que les médecins et les chercheurs ont beaucoup moins. Nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires. Le sens de la hiérarchie est totalement différent. On a bien sûr la plus grande politesse vis-à-vis de nos politiques, mais le sens de la hiérarchie, non, il se situe ailleurs. Notre hiérarchie, elle est différente de la hiérarchie politique. Le deuxième élément, c'est que nous pouvons nous saisir de problèmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là seulement pour répondre aux questions du politique. On est là pour poser sur la table des questions, y compris qu'il n'avait pas posé et qui, peut-être, il n'aurait pas eu envie de poser. Quand on est maître de son agenda, dans une certaine mesure, on possède un peu de liberté. Après, il y a des choses qui sont, en effet, dans la collaboration, surtout à ce niveau-là, au plus haut niveau de l'État, il y a des choses qui sont différentes. Alors, la notion du temps, j'y reviens, et de la temporalité. La temporalité de la presse, surtout avec les chaînes de télévision continue sur lesquelles on pourra revenir si on a le temps tout à l'heure, oui. C'est de l'ordre d'1 heure.
Le politique, c'est de l'ordre de quelques jours, et la science, c'est de l'ordre de plusieurs semaines, voire de mois. J'ai dit d'emblée, par exemple, que nous n'aurions pas de résultats scientifiques solides, de résultats randomisés, solides et permettant de trancher avant le mois de juillet. Et c'est ce qui, en effet, s'est passé. Mais voilà, le politique a une notion du temps qui n'est pas la même. Donc cette notion de temporalité est un élément important. La deuxième notion, c'est le doute. La science, elle se construit sur le doute. Si on ne doute pas en science, on n'est pas un bon scientifique. Et ça, on est formé à ça lorsqu'on passe une thèse de science. Et l'immense majorité de nos politiques et des hauts fonctionnaires de l'État n'ont pas fait de thèse. Contrairement, par exemple, à ce qui se passe en Allemagne, où la thèse de science est une porte d'entrée également pour faire une carrière, quel que soit dans le public, soit dans le privé. Là, vous savez qu'on a un autre mode d'entrée des grandes carrières des hauts fonctionnaires. Et cette notion du doute, le politique qui a à prendre un certain nombre de décisions dans le doute, c'est son rôle aussi, mais quand il a un comité scientifique avec lui, attend de lui du blanc ou du noir. Or, la science, ce n'est pas blanc et noir, mais elle se construit progressivement. Au cœur de l'été, Régis Debray disait, à propos de l'expert, et je voulais vous entendre sur le mot expert. Régis Debray disait, ce n'est pas à l'expert, mais aux politiques d'avoir le dernier mot. Et il y a quelques jours, le député En Marche du Rhône, Bruno Bonnell, disait, je cite, « Monsieur Delfraissy formule des annonces prématurées de nature à casser le moral des Français et la confiance des acteurs économiques. Il glisse à tort d'un rôle d'expert à celui de décisionnaire, chacun son boulot. » Est-ce que on sent bien que l'imperméabilité ou la lisibilité des périmètres de compétences des uns et des autres nécessairement est remise quasiment de manière quotidienne en question. Et finalement, là-dedans, où doit être l'expert? Non, elle est pas remise de façon quotidienne. Nos relations entre le comité scientifique et les autorités gouvernementales se sont déroulées dans la plus grande confiance. Et j'espère qu'ils pensent la même chose. Là, je vous parle du côté du comité scientifique. Et se sont passés dans la plus grande amabilité. Après, le rôle d'un comité scientifique, c'est pas seulement d'être aux ordres. Bien sûr qu'il doit être aux ordres. Mais il doit également, puisqu'il a une vision s'appuyant sur une série de données scientifiques, les communiquer au gouvernement. Et éventuellement, s'il sent que cette communication est difficile, il a une droit d'expression pour pouvoir signaler que les choses peut-être ne vont pas bien. Et donc, pour reprendre l'expression de votre député du Rhône, je partage ça complètement ce qu'il a dit. Je n'ai aucun état d'âme là-dessus, et c'est bien sûr aux politiques de prendre les décisions. Mais quand début septembre, nous avons des données, nous pensons qu'il y a des données indiquant que l'épidémie est en train de repartir de façon très importante, et reconnaissez que la suite nous a donné raison. La situation dans laquelle on est maintenant montre bien que le virus est reparti de façon majeure dans un certain nombre de régions. Eh bien, c'est aussi le rôle du comité scientifique de pouvoir donner des signaux d'alerte. Ce n'est pas lui qui décide. Les décisions, d'ailleurs, ont été prises avec un certain décalage. Le conseil scientifique était composé de 14 personnes. Parmi elles, un anthropologue, un sociologue. Je n'ai pas dénombré, je n'ai pas repéré de philosophes ou d'économistes, par exemple. Est-ce qu'introduire davantage d'expertise en sciences humaines et sociales aurait permis de mieux arbitrer certaines décisions qui ont des impacts sociétaux considérables? Écoutez, je l'ai souhaité. Comment s'est composé le comité scientifique? C'était une discussion que nous avons eue avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Tout ça s'est fait de façon très rapide. Hein. Je rappelle comment ça s'est monté. J'avais donné un signal d'alerte à l'Élysée vers la fin février, à la suite de ce que j'avais vu à l'OMS, des données que m'avaient donné un certain nombre de collègues italiens et des premières données de modélisation que nous avions. On a réuni 25 scientifiques français et étrangers à l'Élysée, et dans la foulée, le président a souhaité que se voit constitué un comité scientifique. Qu'au départ, je ne souhaitais pas présider. Je pensais qu'il fallait que ça soit quelqu'un de plus jeune que moi qui préside ce comité. Et puis, bon, voilà, les choses ont suivi, donc j'ai fait des propositions, les propositions ont été partagées, mais je dirais que dans la composition même, j'avais souhaité qu'il y ait au moins deux représentants
je dirais, des sciences humaines et sociales au sens très large du terme, tel que vous l'exprimez, et aussi d'un représentant de la société civile, et puisque nous avons une présidente, d'ailleurs lyonnaise, de l'association ADT Carmonde, donc de l'association de grande précarité. Donc le fait d'avoir, je dirais, un cinquième ou un sixième sur sciences humaines et sociales est un élément non négligeable qu'on ne retrouve pas habituellement dans les conseils scientifiques de ce type. Et d'ailleurs, je lis parfois pourquoi y avait-il un anthropologue et pourquoi y avait-il quelqu'un spécialiste des systèmes d'organisation de santé. Donc et chacun des membres de ce comité scientifique, par ruissellement entre guillemets, était tête de pont pour l'ensemble de ces communautés, pour les virologues, pour les immunologistes, etc. Donc on s'est vraiment appuyé, je dirais, sur non seulement sur les personnes qui étaient présentes, mais bien sûr sur les nombreuses relations qu'elles pouvaient avoir. Donc vous prêchez un convaincu que les aspects de sciences humaines et sociales sont fondamentaux. Je pensais même aussi qu'il y avait un autre aspect qui était très fondamental, et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est la vision citoyenne autour de ça. Vous évoquiez tout à l'heure le Barnum médiatique, et en effet, cette gestion est le théâtre d'une formidable bataille sémantique, mais aussi de communication. Vous avez vous-même cherché à diffuser une parole pondérée, argumentée, très pédagogue, tout le monde le salue, mais aussi bien dans la classe politique que sur les plateaux de télévision, on assiste à des joutes, à des batailles d'ego, à des combats de scientifiques, renommés ou inconnus. Étienne Klein, le philosophe, recourt d'ailleurs à une locution latine, ultracrépidarianisme, c'est compliqué à formuler, pour qualifier cette propension à commenter ce que l'on méconnaît. Ce spectacle de la communication, ce contexte communicationnel, c'est un adversaire pour vous au moment justement de rassembler les Français autour des décisions? Alors, d'abord, il faut que vous compreniez tous que c'est pas uniquement français. Il se passe exactement le même phénomène en Angleterre, par exemple, un peu moins en Allemagne, un peu moins en Italie, et j'y reviendrai sur le très bel exemple que nous donnent les Italiens, mais aussi qui est extrêmement présent, par exemple, aux États-Unis. Donc ce n'est pas que français. Il a été exacerbé en France pour des raisons qu'on connaît autour du débat sur l'hydroxychloroquine, ce que je regrette profondément, et j'ai toujours cherché à ne pas prendre parti, mais à attendre les résultats d'essais thérapeutiques solides, contrôlés, qui permettaient de dire si oui ou non on avait un ancien médicament qui aurait pu être actif contre ce virus, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Alors ensuite, sur les médias ont joué un rôle fondamental d'information, souvenez-vous, durant cette phase terrible qu'a été le confinement. Et les médias ont joué ce rôle essentiel de faire comprendre, de montrer aussi à des régions d'ailleurs qui ne comprenaient pas du tout ce qui se passait parce qu'elles n'étaient pas du tout touchées, mais de montrer l'ensemble de ce qui pouvait se passer. Donc le mois de mars, je dirais que la mi-avril a été, je dirais, s'est bien passé au niveau des médias. Et puis nous sommes depuis mi-avril, et en particulier au niveau des chaînes de télé continue, dans ce que j'appelle en effet le Barnum. C'est-à-dire où là ce n'est plus de l'information, c'est la recherche au contraire du conflit, de la mise en tension d'un individu par rapport à un autre. Les scientifiques ou les médecins sont des êtres comme les autres, sont des êtres fragiles. Ils peuvent être intéressés de passer à titre personnel sur tel ou tel type de chaîne télé, et on assiste en effet à des choses qui ne sont pas saines, et où on ne sait plus finalement, et je me mets à la place du citoyen, qui écouter. Alors moi j'ai passé là au cours des dernières semaines énormément de temps en commission d'enquête, à la fois vis-à-vis de l'Assemblée nationale, vis-à-vis du Sénat. Enfin c'est normal, on est dans une démocratie, et donc il faut justifier entre guillemets qui a pu être fait par le groupe. Et j'ai demandé aussi que les patrons de grandes chaînes télé, et en particulier de télévision en continu, soient écoutés, parce qu'il y a un véritable questionnement de l'éthique de l'information. Alors je sais que dès qu'on touche à ça, on touche au respect du droit du journalisme, et je peux comprendre et au respect de l'information. Mais jusqu'où peut-elle aller? Et est-ce que ce ne sont pas essentiellement quand même des visions économiques et des visions d'audience qui construisent en ce moment
ce que sont en train de faire un certain nombre de chaînes de télévision continue. Un mot sur le populisme scientifique dont parle Étienne Klein, je l'évoquais. J'en ai aussi beaucoup parlé avec Axel Kahn, avec Martin Hirsch, qui affecte justement gravement ce crédit scientifique qu'on évoquait tout à l'heure et qui creuse un peu plus la défiance d'une partie de la population pour la science, le progrès, l'innovation. L'épreuve qu'on traverse aujourd'hui exacerbe le phénomène. Qui est responsable de quoi? On vient de le voir, les médias bien sûr, les gouvernants, les scientifiques aussi. Et par exemple, Oui. un professeur Raoult a-t-il participé à l'exacerbation de ce populisme scientifique? Écoutez, moi j'ai essayé de plutôt calmer le jeu et d'apporter à nos citoyens de l'information pour leur dire ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas, et ce que nous avions en prévision, et comment nous étions, notre vision de l'épidémie. J'aimerais d'ailleurs qu'on y revienne, parce que la situation actuelle est un moment de nouveau très difficile. Je connais bien Didier Raoult depuis très longtemps, on se connaît très bien. Didier a été un très grand scientifique, c'est absolument indiscutable. Je pense que sur l'hydroxychloroquine, qui a soulevé quand même des passions dans ce pays et ailleurs, la méthodologie qu'il a utilisée pour affirmer que ce médicament était efficace n'était pas une méthodologie conventionnelle. Dont acte. Nous n'avons pas pris parti et nous avons regardé ce qui se passait. Des essais menés de façon normale, comme on les mène en médecine, c'est-à-dire où on compare un médicament par rapport à un autre ou un médicament par rapport à un placebo, ont été effectués tant en France qu'à l'étranger, qu'aux États-Unis, que par l'OMS. Et les résultats de ces essais randomisés ne montrent pas d'efficacité. Voilà ce que je peux dire, c'est tout. Donc ce médicament ne rentre pas, malheureusement j'aurais souhaité qu'il puisse y rentrer, mais ne rentre pas dans la panoplie des drogues utilisables contre le Covid-19. D'après vous, le principe de précaution a-t-il toujours été employé à bon escient? Je vous en parle parce qu'on le sait depuis longtemps maintenant. Les études sur le comportement dans ce domaine le montrent. Le principe de précaution est si fortement enraciné qu'il irrigue, voire qu'il pollue les logiques, les décisions et l'exercice même de la responsabilité. Est-ce qu'il a entravé parfois votre lucidité, celle du conseil scientifique, celle surtout des décideurs politiques au moment de faire certains arbitrages? Alors, ça dépasse très largement Covid-19, la question que vous me posez, et le principe de précaution qui a été mis, qui a accompagné finalement l'évolution de l'innovation médicale au cours des 20 dernières années, qui est issu lui-même d'une crise déjà sanitaire, puisque finalement le principe de précaution a été mis en exergue à l'occasion au début du sida, à l'occasion de l'interprétation des tests sérologiques et de ce qui s'est passé le sang contaminé. Et c'est à partir de là, quand en France en tout cas, on peut chiffrer, je dirais, la montée en puissance de l'idée du principe de précaution. Par définition, c'est quelque chose de très sain. Il est là pour protéger, entre guillemets, de précaution, pour protéger les concitoyens, les usagers de santé et les patients. Donc attention avant de lui faire un procès. Si on n'avait pas de principe de précaution, probablement on ferait un procès de ne pas avoir eu de principe de précaution. Et puis, à certains moments, c'est vrai que c'est très lourd. Alors, est-ce qu'il a gêné, je dirais, la réflexion ou les décisions dans le cadre de Covid? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, à l'occasion d'une grande crise sanitaire de ce type, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent et qui s'ouvrent beaucoup plus rapidement que d'habitude, que dans le quotidien. Par exemple, sur quelque chose qui touche au principe de précaution, qui est la mise en place d'un essai thérapeutique où on passe devant des comités de protection des personnes. On est là vraiment dans le principe de précaution pour éviter justement qu'il ne soit mis en cause. Là où il y a des délais habituellement de 2-3 mois, il y a des comités de protection des personnes qui se sont réunis le week-end et où il y avait des réponses en 3 jours. Donc il y a eu une adaptation de notre système qui est allée assez loin. Inversement, il y a toute une génération qui s'est construite
de médecins, de décideurs en santé qui s'est construit autour du principe de précaution. Et évidemment, je pense que c'est quelque chose qui devra être rediscuté dans le retour d'expérience qu'on fera, mais pas tout de suite parce que on n'est pas dans le retour d'expérience, on est encore dans la crise. Bien sûr. Le 3 juillet, comme un symbole, le jour même où il quittait Matignon, Édouard Philippe apprenait qu'il était l'objet d'une enquête judiciaire, qui concerne aussi Agnès Buzyn, Olivier Véran et d'autres personnes. Nous sommes dans une société, nous le savons tous, extraordinairement judiciarisée, et ces gens vont devoir rendre des comptes. Vous avez été à leur côté, vous les avez vus arbitrer, décider dans les conditions que l'on connaît. Vous vous dites quoi? Ces poursuites sont folles, sont dingues, ou est-ce que vous les comprenez? C'est une question très difficile. Vous l'avez compris, moi je suis, et je le redis pour que les choses soient bien claires, je suis un médecin et un chercheur. Je ne suis pas un politique. J'ai travaillé avec les politiques, y compris avant le Covid. C'était mon rôle de directeur d'agence, c'était mon rôle de directeur de l'Institut des maladies infectieuses. J'ai exploré avec des ministres de la Santé, à partir d'études scientifiques qui avaient été réalisées, comment on pouvait les mettre et comment il était important de pouvoir les mettre à disposition de nos concitoyens. Ce qui guide ma vie, c'est fondamentalement apporter du bien-être en santé à nos concitoyens. Donc j'ai une vision vis-à-vis des politiques qui est évidemment différente. Eh bien, écoutez, je me dis, en voyant tout ça, qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment en vouloir pour continuer à faire de la politique dans ce pays. Un mot sur l'hypermoralisation de notre société. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est l'un de ceux qui, d'ailleurs, depuis plusieurs années, on dénonce les travers. Une société encalminée dans l'hyperaseptisation, puritanisme et donc moralisation. Est-ce que l'épreuve de la pandémie consolide ce fléau? Et pour étayer mon propos, je vais prendre un seul exemple. Le 27 août, le commissaire européen au commerce, Phil Hogan, était sommé de démissionner après avoir participé à un dîner collectif dans son club de golf sans avoir respecté les normes sanitaires en vigueur. Or, on peut se poser la question, la situation en Europe est volcanique, et pour un tel motif, on décide de déstabiliser la Commission européenne et un portefeuille extrêmement stratégique. Est-ce qu'à un moment, là aussi, on ne manque pas de lucidité au moment de faire des arbitrages? Si, probablement. Hein, il y a eu aussi quelques exemples en Angleterre de ce type. Après, je dirais ça je l'ai vraiment appris là quand même. Hein. Quand on prend ce type de position, et a fortiori bien sûr pour un politique ou un commissaire européen, je dirais il faut être tout à fait logique avec sa position. C'est-à-dire qu'il faut savoir pouvoir dans une certaine mesure donner l'exemple. Parlons d'un mot qui vous est cher, c'est le mot éthique. Avant d'aller plus loin, justement, j'aimerais voir avec vous, évoquer dans votre approche éthique, pour cela la mettre en perspective, des évocations antagoniques, d'une part de Sylviane Agacinski, d'autre part d'Emmanuel Hirsch. La philosophe regrette que vous vous limitiez à écouter les opinions en vous interdisant tout jugement éthique. Et le professeur d'éthique médicale, Emmanuel Hirsch, y voit au contraire une simplicité, une humilité qui traduisent des engagements totalement éthiques. C'est quoi pour vous être éthique? Alors, je répondrai très simplement en disant que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on est éthique ou qu'on ne l'est pas. Moi, je suis, je le rappelle, un médecin, un chercheur, spécialisé plutôt dans ces maladies émergentes, ayant connu une série de grands échecs, puis de grands succès, ce qui me fait dire d'ailleurs que sur le Covid, après cette phase difficile, nous connaîtrons sûrement le succès. Je reste optimiste. Je l'ai vécu sur le VIH, je l'ai vécu sur l'hépatite C, je l'ai vécu sur Ebola, et puis voilà, un quatrième grand challenge avec le Covid. Et l'innovation, la recherche finira par gagner. Hein. Nous n'avons fait jusqu'à maintenant que de grandes décisions de santé publique, mais la recherche arrivera et les innovations vont arriver. Alors,
ma vision d'un médecin engagé dans cette démarche et qui est nommé président du Comité consultatif national d'éthique, c'est un peu la même que celle du comité scientifique actuellement. C'est-à-dire, le CCNE est un exercice d'intelligence collective. On arrive à la porte du CCNE avec sa propre carrière, ses propres visions, ses propres croyances, et puis sur une question posée, on anticipe un peu d'une position qu'on pourrait avoir. Et la construction se fait, en effet, en écoutant un philosophe, en écoutant un juriste qui a une vision qui est différente, et c'est cette construction commune qui n'exclut pas la tension. L'éthique, par définition, interpelle et pose un certain nombre de questions qui peuvent mettre en tension, et y compris en tension un groupe. On n'est pas dans du consensus mou, on est dans du consensus possiblement dur. Et cette vision, je dirais, de construction partagée de la pensée, en sachant interroger autour de soi et en sachant interroger les citoyens autour de soi, et ça rejoint la relation entre quelques grands questionnements éthiques et la démocratie sanitaire, voilà comment je me situe. Mais je me situe pas comme un éthicien professionnel. J'aimerais vous entendre et vous faire réagir à un sujet éthique de fond. On l'a partagé ce matin avec Boris Cyrulnik, aussi avec Axel Kahn dans le livre « Maintenant on fait quoi ?», pendant le confinement. Et je vais poser le sujet de manière volontairement très triviale. L'État et la société ont fait le choix de ruiner l'économie en réaction à un virus qui, pour l'heure, a tué 5 fois moins que le cancer et seulement 3 fois plus que la grippe traditionnelle. Ils ont fait le choix de mutiler l'avenir immédiat et plus lointain des générations en pleine force de l'âge au profit du cœur de cible du virus, une population âgée et ou fragile. Et Boris Cyrulnik disait un bon choix éthique peut être un mauvais choix économique, et on pourrait dire vice-versa d'ailleurs, un bon choix économique peut être un mauvais choix éthique. Avons-nous toujours fait un bon choix éthique depuis le 15 mars ? Écoutez, moi j'ai envie de poser la question à la salle. Sur le 15 mars, on s'est trouvé dans une situation très difficile, qui aurait peut-être dû mieux être prévue, où nous avions une circulation du virus extrêmement forte, un début d'encombrement des services de réanimation et des prévisions de nombre de décès en France qui, dans les modèles que nous avions, pouvaient atteindre entre 150 000 et 200 000 décès. Donc il fallait une mesure forte, entre guillemets, qui n'était pas une bonne mesure. Le confinement n'est pas une bonne mesure. Mais dans les outils qui étaient à notre disposition, c'était la seule mesure qui était plausible, susceptible d'avoir un résultat. Et d'ailleurs, elle l'a eu, et on a maintenant des preuves très claires montrant que cette mesure, pas seulement en France, elle a d'ailleurs été prise dans la quasi-totalité des grands pays européens. La question, et donc on était dans un questionnement où les questions éthiques se sont posées après. Elles se sont posées en particulier sur la prise en charge au niveau des EHPAD, la prise en charge des patients les plus sévères, et elles se sont posées dans un deuxième temps. Mais j'ai envie de renvoyer la balle à la salle en vous interrogeant, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes décideurs, vous aidez le pouvoir politique à décider. Nous avons une épidémie qui reprend de façon majeure, avec des chiffres qui sont inquiétants en termes de nouvelles contaminations et surtout de passage de l'épidémie également chez les plus anciens. 85% des décès sont survenus chez les patients de plus de 65 ans, avec ou sans autres facteurs de morbidité, et ils sont survenus également chez les patients les plus précaires. Comme toute grande crise sanitaire, ça accentue les inégalités en santé, et les patients les plus précaires en France, en particulier dans les grandes métropoles, ont un niveau d'infection et de morbidité et mortalité qui est plus important que la population la plus aisée. Donc qu'est-ce que vous faites là maintenant ? Vous laissez le virus circuler dans la population jeune, qui a très peu de risques, car le risque n'est pas nul de faire une forme grave quand on a 25 ans. Mais somme toute, il est relativement réduit. Mais qui, par certains côtés, fait poursuivre la circulation du virus
Et on sait tous qu'il existe une porosité entre cette population jeune, ses parents et ses grands-parents. Mais vous choisissez de laisser circuler ce virus au détriment, entre guillemets, d'une population plus âgée qui est beaucoup plus à risque. Deuxième choix possible, qu'est-ce que vous faites dans la salle? Vous vous dites que l'impact le plus important qu'on peut avoir, il porte sur les personnes les plus âgées, celles où je rappelle qui ont le plus de chances, entre guillemets, ou le moins de chances, entre guillemets, de développer une forme grave, et vous décidez à ce moment-là de dire, puisque ce sont elles qui sont à risque, je vais préserver la population jeune, et je demande à cette population âgée, mais de façon drastique, d'être confinée. Vous êtes en tension. Chacun avec sa conscience. Vous êtes en tension. Eh bien, on rejoint bien là, en santé publique, puisque nous sommes dans un problème de santé publique, de vision individuelle vis-à-vis de vision collective, on rejoint bien là les tensions que nous retrouvons, je dirais, dans les choix en éthique. Et d'ailleurs, un des membres du CCNE a écrit un très bel éditorial en fin de semaine dernière, en disant « Il n'y aura de santé publique que s'il y a de l'éthique de la santé publique ». Est-ce que vous pensez que de justement avoir pris la décision d'affecter lourdement l'économie pour préserver, pour protéger une population, on va dire, plutôt âgée et plutôt vulnérable et plutôt précaire, est-ce que l'on a le droit de se dire que c'est le signe d'un grand progrès humaniste et qu'un progrès d'ailleurs auquel peu d'entre nous étaient préparés avant l'éruption de la pandémie? Qui aurait parié que l'on fasse ce choix-là? Écoutez, je suis content de vous l'entendre dire parce que, en général, c'est plutôt une interpellation dans l'autre sens. Réjouissons-nous que le politique au plus haut niveau, ce n'est pas le comité scientifique, c'est une fois de plus le politique au plus haut niveau qui a fait le choix de protéger les plus anciens et les plus fragiles. Et comment, professeur Delfraissy, comment ces arbitrages-là, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi sur nos relations individuelles et collectives à la mort? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on est en droit aussi de se demander si certaines mesures très dures, très extrêmes peut-être, ne répondent pas à un rejet de ce qui est inéluctable, c'est-à-dire notre mort, et notamment lorsqu'on est âgé. Si, bien sûr, et on touche là à des aspects très culturels et de la vision de la mort en général dans nos pays civilisés, et en particulier dans un pays comme la France. Juste pour donner... parce que finalement, il y a un pays qui a fait un choix différent. La Suède a fait un choix différent. La Suède a fait un choix de laisser le virus circuler en disant « je pourrais atteindre à ce moment-là une immunité en population qui sera plus élevée, je laisserai notre économie tourner et je demande aux personnes les plus âgées, dès que tout le monde a compris que c'était là le cœur de cible, entre guillemets, de se protéger. » Et le résultat qui n'est pas fini, puisque vous voyez qu'on a une deuxième vague qui est en train d'arriver, il est trop tôt pour tirer encore des conclusions. Mais il est quand même intéressant, c'est-à-dire que l'immunité populationnelle en Suède, où le virus a circulé, il est de 12%, c'est-à-dire comme en région parisienne. En France, globalement, il se situe entre 5 et 6%, et il y a la région parisienne et les pays de l'Est, et la région du Grand Est ont des taux plus élevés. Donc, vous voyez qu'il n'est pas plus important, donc ça n'a pas accentuer ou augmenter l'immunité populationnelle, d'une part, et deuxièmement, ils ont une mortalité pour 100 000 habitants qui est beaucoup plus élevée que la nôtre, et qui a d'ailleurs créé conflit en Suède, créé débat, et ils sont revenus en partie en arrière sur cette position. Mais revenons à l'essentiel, à votre question. La Suède a une culture vis-à-vis de ses anciens qui est très différente de la nôtre. Les jeunes en Suède, ça leur arrive très souvent de ne pas voir leurs parents pendant plusieurs années. Les deux référents en Suède sont les compagnons de thèse, y compris, vous voyez, parmi les étudiants, et les témoins de mariage. Et puis, c'est fréquent qu'ils ne voient pas la famille pendant 7-8 ans. C'est habituel. J'étais tellement soufflé de ça que je me suis fait vraiment ça expliquer par
par les services consulaires pour qu'ils m'expliquent bien comment les choses se passaient. Et d'ailleurs, dans les choix éthiques qui ont été réalisés en Suède, sur d'autres sujets, on voit bien qu'il y a une pensée qui est différente de la nôtre. Alors, en France, on a ce côté probablement un petit peu méditerranéen, qui représente quand même, on fait partie de l'Europe du Sud dans une certaine mesure. Et notre relation vis-à-vis des familles, et notre relation vis-à-vis de la mort, comme vous le disiez, eh bien, Covid est venu l'interpeller, Covid est venu accentuer les points de discussion que nous pouvions avoir. Mais ça existait déjà bien avant Covid. Il y a un sujet éthique fondamental, bien sûr, qu'on commence d'aborder. Il concerne le vaccin, sa production, sa commercialisation et son partage. Il est l'objet d'une formidable compétition mondiale, d'immenses paris géopolitiques et d'une guerre de réputation, d'image, d'influence. C'est aussi un enjeu financier considérable. Il a beaucoup été annoncé, commenté et aussi décrié. Et on peut se souvenir des préférences que, je crois, c'est Sanofi, avait promises aux États-Unis en récompense des subsides publics. En matière éthique, par rapport au vaccin, quelles sont les bonnes questions à poser? Quelles sont les bonnes décisions à prendre? Et un vaccin doit-il être considéré comme un bien commun? Alors, tout d'abord, le premier point, c'est faut-il avoir un vaccin et ne pas tomber dans des effets d'annonce. Une recherche sur le vaccin va forcément donner un vaccin. Pour l'instant, à ma connaissance, nous n'avons pas de vaccin qui ait montré une quelconque efficacité. Il y a à peu près 30 candidats vaccins qui existent. Il y a 7 essais de phase 3 avec des candidats vaccins plus avancés que d'autres. Et on devrait avoir des premiers résultats d'ici la fin de l'année. Et probablement des résultats un peu consolidés sur le premier trimestre. Mais vous voyez bien, et vous l'avez cité vous-même, qu'on est rentré dans autre chose. On a le vaccin russe, on a le vaccin chinois, on a un vaccin américain où Trump veut le sortir avant son élection, avant l'élection américaine. Donc on est bien dans d'autres enjeux que des enjeux de santé. On est bien rentré dans des enjeux politiques. Et là, je dis bien sûr, attention. Néanmoins, le modèle qui a été, je dirais, mis en place pour aller vite, pour aller très vite dans la construction d'un vaccin, elle est intéressante. C'est un modèle intéressant. Les compagnies pharmaceutiques se sont lancées dans la construction de vaccins et se sont lancées en même temps, en partie, dans la construction d'usines pour ces vaccins, sans être sûres d'ailleurs que le vaccin qu'elles construisent sera véritablement efficace ou pas. Et donc, elles sont parties avec des commandes des différents États qui peuvent payer, les États du Nord, qui leur permettent d'amortir, entre guillemets, la construction de ces usines. Donc, vous payez, je paye indirectement avec mes impôts, finalement, l'ensemble du modèle. Donc, c'est un nouveau modèle qui permet peut-être de gagner 6 mois par rapport à la construction d'un vaccin habituel. L'enjeu majeur, il va être non seulement pour le Nord, mais il va être pour le Sud. Notre président de la République a dit d'emblée, dans la construction de tout le grand consortium autour de vaccins, qu'il souhaitait que le vaccin soit considéré comme un bien public mondial. Il faut savoir que la France a une parole forte, mais que ce n'est pas une parole unique, et que ce message-là n'est pas partagé par tout le monde. Et que malgré Covid, business as usual est en train de reprendre des droits. Donc on voit bien comment, y compris dans des situations de grande crise, l'impact économique qu'il peut y avoir et l'impact politique qu'il pourrait y avoir pour un pays qui mettrait au point un vaccin peut dominer à certains moments et passer au-dessus d'un certain nombre de considérations éthiques. C'est là, et c'est notre devoir, à la fois de scientifiques, mais aussi de citoyens, mais aussi du milieu associatif, comme cela a été réalisé à une autre période pour des médicaments, par exemple, comme les médicaments contre le VIH, eh bien d'être là comme des phares, comme des lanternes qui permettent de dénoncer un certain nombre de pratiques. À propos de la vaccination, une partie de la population réclame qu'elle soit obligatoire. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a des Français, et pas seulement des Français bien sûr, qui ne veulent pas se faire vacciner. Selon certaines études, selon certains instituts de sondage, cette
cette proportion n'est pas neutre, loin de là. Est-ce que quelque part, et parmi les arguments justement de ces personnes, réside le déficit total de confiance dans certains grands laboratoires pharmaceutiques et les problèmes, bien sûr, que l'on connaît depuis des années avec certains laboratoires ne sont pas neutres, participent justement à cette défiance. Est-ce que vous redoutez qu'on paye justement très lourdement cette crise de confiance presque endémique? Je pense que le problème de la confiance est un problème majeur de la réponse au Covid et du fait que la réponse au Covid va réussir ou ne réussira pas ou réussira moins bien. Confiance vis-à-vis des politiques, on l'a dit, confiance vis-à-vis des scientifiques, confiance vis-à-vis de la production des grands industriels. C'est un problème majeur. Et c'est en étant dans la clarté, c'est en étant dans la discussion avec les citoyens, en leur laissant la possibilité de s'exprimer, qu'on pourra peut-être faire un peu bouger les lignes. Et il n'y a pas de raison. On a laissé une sorte de démocratie s'installer autour de la réflexion sur les enjeux climatiques. Je revendique qu'on laisse s'installer, en termes de démocratie sanitaire, une voix citoyenne sur des grands enjeux de ce type. Alors, il y a bien sûr une défiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Reconnaissez aussi avec moi qu'il y a aussi une série de groupes en France et à l'étranger, mais en France en particulier, qui sont des ligues anti-vaccinales et qui parfois racontent n'importe quoi. Hein, il faut aussi appeler un chat un chat. Par contre, sur la mise au point d'un vaccin et le fait de le rendre obligatoire ou pas, moi je suis très pragmatique. Voyons quel type de vaccin nous allons avoir. On va avoir 2 types de vaccins, certains étant utilisés pour éviter la transmission d'un individu à un autre, ce qui est le rôle habituel d'un vaccin, mais nous aurons aussi un second type de vaccin anti-Covid qui devrait permettre de réduire la survenue de formes graves chez les gens qui sont infectés. Donc vous voyez que la cible n'est pas la même, que d'un côté ce sont plutôt des personnes âgées, que de l'autre côté on est plutôt dans une population plus jeune. Que les premiers vaccins auront probablement une efficacité de l'ordre de 50 ou 60%. Ils n'auront pas 100% d'efficacité au départ. Donc tout ceci doit être, je dirais, pris en compte. Et à titre personnel, en dehors des soignants, qui m'apparaissent qui m'apparaissent une catégorie très particulière, de la même façon que j'ai la même attitude que les anti-grippe soignants, je serai partisan de laisser une forme de liberté pour l'acceptation du vaccin. C'est important ce que vous nous dites là. Vous êtes au cœur du fonctionnement de la démocratie. Vous êtes vraiment au cœur, vous êtes dans le moteur, dans le réacteur de la démocratie. Vous semble-t-elle suffisamment robuste pour affronter les conséquences sociales et humaines dans les prochains mois, que l'on sait d'ores et déjà inéluctables? Non, il ne faut pas me faire jouer ce rôle-là. Je suis au cœur de débats difficiles et d'aide à la décision politique. Et une fois de plus, je le rappelle, la décision relève des politiques et l'ensemble des membres du comité scientifique n'a aucune ambiguïté à cet égard. Par contre, je me sens légitime pour vous répondre, c'est sur la notion même de démocratie sanitaire et de démocratie en santé, de démocratie construite avec les citoyens. Car nous avions eu déjà cette réflexion au sein du Comité national d'éthique lors de l'élaboration et de la mise en place des états généraux de la bioéthique. Comment parler de sujets difficiles, très complexes, soit au plan sociétal, soit au plan scientifique, sur le génome, des questions très difficiles en neurosciences. Comment aborder ça avec les citoyens et comment on monte une réflexion et on écoute et on peut écouter, je dirais, des réflexions citoyennes. Alors moi, c'est parce que je suis formé depuis que je suis un jeune médecin dans cette ambiance du VIH où la voix des patients a toujours été fondamentale. Et c'est cette notion du malade debout, c'est sa maladie et le médecin est là pour l'accompagner, ce n'est pas la maladie du médecin. Bon. Et une fois qu'on a mis ça dans son ADN, ensuite on le décline au fur et à mesure et on vieillit avec, comme je suis en train
de le faire actuellement. Si je remets ça dans le contexte du Covid, il me semble en effet que, pas au début, parce qu'il fallait qu'il y ait des décisions qui soient très rapides, parce qu'il y avait une justification à ces décisions rapides, mais qu'à partir du mois de mai, à l'occasion du déconfinement, et surtout pour anticiper cette deuxième vague dans laquelle nous sommes maintenant, je dirais d'avoir une structure, une entité qui permette d'écouter les voix citoyennes sur les choix effectués, mais qui peuvent être ceux que je vous indiquais tout à l'heure quand j'évoquais les jeunes par rapport aux plus anciens, et qui peuvent être aussi sur des modalités plus pratiques, l'ouverture des écoles, les masses dans les écoles, qui peuvent être sur une série de questions plus opérationnelles, je dirais, aurait dû prendre sa place. Et malheureusement, elle ne l'a pas pris. Je pense que ce n'est pas trop tard, parce que je pense que c'est la seule façon de rétablir la confiance, c'est que le citoyen s'empare lui-même, je dirais, du type de réponse à laquelle il veut participer. Et que cet enjeu de personnel par rapport à la société est fondamental. Il y a une très belle phrase qui dit que la maladie est un enjeu personnel, et que la santé est un enjeu de citoyen, et que la santé est publique. En juillet s'est conclu le Ségur de la santé. Il a alors été entendu que la bureaucratie sclérosait, fossilisait le fonctionnement hospitalier, que l'arborescence territoriale du dispositif de santé nationale était perfectible et que le pic épidémique du printemps avait été correctement géré parce que le personnel médical, les professionnels du soin, s'étaient réemparés du pouvoir dans les établissements. Et le Ségur de s'engager alors, je le cite, à remédicaliser la gouvernance des hôpitaux. De cette belle promesse, que peut-on attendre de concret et surtout de durable ? Et cette question, finalement, sur la gouvernance, on peut l'appliquer à bien d'autres domaines que celui de la santé. Alors, il faut voir que ce changement de gouvernance au sein de la santé n'est pas récent, qu'il est dénoncé depuis de très nombreuses années et qu'il a été mis en place il y a maintenant plus de 12 ans, et que le questionnement n'est donc pas, je dirais, pour le gouvernement actuel, mais qu'il interpelle et qu'il interroge plusieurs gouvernements précédents. Je suis de ceux qui pensent que on doit pouvoir travailler ensemble, et je l'ai fait. Moi, quand j'ai été quand même à la fois chef de service et directeur d'un grand département hospitalier, et qu'il est possible de trouver parfaitement sa place par rapport à des administratifs. C'est la même chose que le comité scientifique. Chacun sa place, chacun son rôle. On se respecte mutuellement. Le politique décide, le comité scientifique aide à la décision. L'administratif et un directeur d'hôpital décide. Il ne peut pas décider totalement s'il a 2, 3 grands patrons qui ne souhaitent pas aller vers cette direction. Il est obligé de composer. Donc la gouvernance, en fait, elle se construit, et elle doit pouvoir trouver sa place dans l'ensemble des établissements. On était, en dehors du problème de la gouvernance, qui est un problème évidemment de taille, il y avait un autre problème qui était surtout la réduction des moyens financiers à l'hôpital. Parce qu'on peut mettre toutes les gouvernances du monde, on peut chercher à les améliorer. Si on considère que l'hôpital est uniquement un lieu de coût et non pas un lieu de production de santé, évidemment, là, on se trompe totalement. Et c'est fondamentalement ça qu'il faut mettre sur la table. C'est quel est l'enjeu, quel hôpital voulons-nous, ou quelle structure de santé voulons-nous pour demain. Et forcément, elle a un coût. Forcément. C'est vouloir partir en disant que la santé ne doit pas avoir de coût. Enfin, il y a quelque chose qui est totalement incohérent dans ce qui s'est fait dans les budgets hospitaliers au cours des 8 dernières années. Après, je pense, dans l'immédiat, qu'il y aura il y a eu déjà des retombées du Ségur de la santé, avec des améliorations de salaire probablement insuffisantes. Mais on part de très bas. On a laissé s'installer des salaires très bas dans la fonction publique hospitalière. Donc, et ça va mettre beaucoup de temps avant de se remonter. Non, ce qui m'interpelle le plus, là, dans l'immédiat pour Covid, c'est qu'on a eu une réponse extraordinaire des soignants sur la prise en charge de Covid au mois de mars,
et du début avril, je ne suis pas sûr que l'outil hospitalier soit capable maintenant d'avoir le même type de réponse. C'est un outil hospitalier qui est fatigué, c'est un outil hospitalier sur lequel on voit un nombre de départs de personnel non négligeable, c'est un outil hospitalier qui doit s'occuper des autres maladies, parce que la morbidité liée au Covid- peut à un moment donné dépasser la morbidité liée à Covid. Et les choix et de ce qu'on va demander à la réponse hospitalière dans les semaines qui viennent et qui va être très important, eh bien, curieusement, je pense que l'hôpital est moins prêt qu'au mois de mars. Bien. Il ressort un grand gagnant de la pandémie, ce que l'on appelle les fameux GAFAM, ces géants du numérique et surtout des données, notamment de santé, qu'ils accumulent au gré du bondissement digital depuis le confinement. Avant la pandémie, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et maintenant on peut y associer Tesla, et leur pendant chinois constituait déjà une menace éthique. Cette menace pourrait-elle devenir un péril ? Écoutez, la France a sur ce point-là mis un certain nombre de garde-fous. Je vous rappelle que dans l'utilisation du numérique, et en particulier pour ce qu'on appelle le tracing, il existe un outil français, Stop Covid, qui malheureusement n'est pas suffisamment utilisé, qu'on va d'ailleurs relancer là, à l'occasion de cette deuxième vague, puisque uniquement cette application numérique n'a été prise que par 2,4 millions des Français, alors qu'ils sont à 25 millions de personnes en Allemagne, par exemple. Le choix français de la construction de cette application numérique, après une discussion avec plusieurs collègues européens qui souhaitaient avoir un outil commun au niveau européen, mais qui souhaitaient aussi s'appuyer sur une des GAFA dont vous parliez, la France est revenue en arrière pour avoir sa propre souveraineté sur à la fois l'utilisation de l'outil et sur l'ensemble des données qui pouvaient être collectées. Donc elle utilise avec Stop Covid quelque chose qui est resté dans un domaine où elle est maître, entre guillemets, où la France, le pays, est maître de son destin sur l'utilisation à la fois de l'outil lui-même et de la base de données qui peut être constituée, bien sûr, avec toutes les autorisations qui ont été nécessaires auprès de la CNIL. Donc vous voyez que sur ce sujet, il y a eu des réponses européennes qui ont été variables. Suffisante. Que les Allemands et les Anglais, par exemple, ont choisi d'une collaboration avec Google et que la France ne l'a pas choisi. Donc, sur ces sujets-là, le degré de liberté n'est pas majeur, mais il existe encore. On en a un très bon exemple avec Stop Covid. Nous allons bientôt conclure, l'heure tourne malheureusement. J'ai une question tout de même concernant la loi bioéthique, parce qu'on l'oublie presque. Vous êtes aussi président du Comité consultatif national d'éthique, et à ce titre, l'un des principaux architectes de la loi bioéthique. Celle-ci est passée cet été en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, mais presque en catimini. Il y a eu assez peu de place finalement pour le débat public, obstrué, phagocyté bien sûr par la crise. Est-ce qu'il ne faut pas le regretter, primo, et secondo, s'il fallait ressortir un texte en particulier à vos yeux emblématique et essentiel, quel serait-il ? Si, je regrette évidemment que l'ensemble du calendrier était profondément modifié par cette loi de bioéthique. Nous étions partis, je vous le rappelle, avec des états généraux qui ont eu lieu entre janvier et avril 2018, un rendu de l'avis du CCNE sur sa vision et je dirais, là aussi, dans une attitude de conseil, entre guillemets, d'explication vis-à-vis de la loi de bioéthique, et cette loi devait être normalement votée à l'automne 2018. Vous voyez qu'on est à plus de 2 ans qu'elle n'est pas votée, et qu'elle le sera, je l'espère, dans le premier trimestre de 2021. Et il y avait une sorte de logique, c'est-à-dire de dynamique, entre guillemets, entre
la consultation citoyenne, le retour, certaines préconisations, en tout cas visions partagées entre le CCNE et les citoyens, et ensuite un éclairage à la fois pour le législateur et pour nos députés. Donc tout ça se tenait. Il y avait une logique et où la temporalité, là aussi, était un élément totalement essentiel. Malheureusement, une série d'événements a fait que ce n'a pas été possible et qu'on a une loi de bioéthique qui prend beaucoup plus de temps et qui, du coup, voilà, sert un peu en décalé par rapport à son départ. Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs points importants dans cette loi et je me garderai bien d'insister sur tel ou tel point. Je dirais que globalement, c'est une loi qui se situe quand même dans une vision un peu d'ouverture, dans une certaine mesure, sur un certain nombre de sujets et pas seulement l'ouverture de l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules, mais aussi sur certains autres aspects de la G2MIC ou d'autres points, et que voilà, cette loi de bioéthique, c'est quelque chose de très particulier à la France, qui encadre entre guillemets la réflexion éthique et même la réflexion du CCNE dans une certaine mesure, et que cette loi de bioéthique est une loi d'ouverture. Professeur Delfraissy, c'est le moment de conclure. Il y a dans cette salle près de 500 personnes qui vous écoutent, des milliers et puis après des dizaines de milliers quand notre entretien sera diffusé en podcast sur France Culture. Qu'avez-vous envie de nous dire? Écoutez, j'ai envie de vous dire que, d'abord, que nous allons vivre avec le Covid sur le moyen et sur le long terme. Et que ça, on s'en rend vraiment bien compte uniquement depuis l'été. C'est-à-dire que l'effort considérable qui a été réalisé par les Français, et pour lequel je vous dis merci, en toute simplicité, eh bien, il va falloir le poursuivre d'une autre façon, mais il va falloir le poursuivre. Que l'enjeu majeur qui est pour nous, il ne faut pas tout attendre des mesures gouvernementales. Elles sont nécessaires. Et il faut que l'État, évidemment, puisse exercer, entre guillemets, sa fonction. Que les mesures et l'application des mesures au niveau des grandes métropoles, et Lyon est une de ces grandes métropoles, est un enjeu essentiel, qu'elles puissent se construire entre à la fois les autorités administratives, les autorités de santé, les représentants politiques et aussi la vision citoyenne. Et que l'enjeu des territoires et l'enjeu des grandes métropoles est fondamental parce que ce qui peut se passer dans telle métropole ne se passera pas dans une autre et qu'il faut qu'on quitte cette stratégie qu'il y avait eu évidemment au début parce qu'on ne pouvait pas faire autrement et qu'on ait quelque chose de beaucoup plus ciblé. Mais surtout, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette crise Covid nous met en responsabilité, tous en responsabilité, et de s'interroger véritablement quelle est notre vision, quelle est notre responsabilité individuelle par rapport à une responsabilité collective. Je dirais même autrement, quelle est notre part dans la responsabilité collective, parce que c'est ça qui est fondamental, tout en respectant à certains moments les aspects de vision individuelle. Tout dernier mot. On ne pourra se sortir qu'avec cette vision-là. Tout dernier mot. Le sociologue Jean Viard considère que cette pandémie, je le cite, peut être notre chance. Est-ce que c'est une phrase que vous entendez, que vous comprenez? Et effectivement, non pas peut-être en tant que professionnel du soin, médecin, ni confronté au Covid, mais peut-on tirer de cette crise des enseignements qui pourront nous permettre de construire autrement notre devenir? Écoutez, je l'espère, mais vous comprendrez que je réserve ma réponse pour deux raisons. La première, c'est que la tendance à l'oubli est quelque chose qui me frappe toujours. Regardez comme on a oublié les crises économiques, regardez comme nos parents, grands-parents ont oublié les guerres très vite. Donc je ne sais pas ce qui se passera. On a d'ailleurs une structure issue du Conseil scientifique qui s'appelle Covid ad memoriam pour pouvoir regrouper une série justement de tout ce qui s'est passé, avoir la mémoire de l'ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Puis le second, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne suis pas venu à Lyon, et vous l'avez bien compris,
c'est que on a vraiment une épidémie qui repart, et je suis donc trop les mains dans le cambouis, entre guillemets, pour pouvoir encore me projeter dans cette vision très positive. Je l'ai très positive, j'espère qu'elle va se passer comme telle, mais on résout d'abord les problèmes immédiats. Un grand merci, Jean-Vincent Delfrécy.